Aurélie Filippetti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ne vous êtes pas exprimé publiquement à la radio ou à la télévision. Je vous remercie d'être là avec nous ce matin. D'abord une question, vous ne ferez pas partie du nouveau gouvernement Valls? Vous l'avez compris, Jean-Jacques Bourdin, je l'ai écrit hier. Oui. J'ai préféré m'exprimer par une lettre et faire connaître les raisons de mon souhait de ne pas participer au prochain gouvernement par cette lettre. Parce que pour moi, il y a des moments où il faut pouvoir reprendre sa liberté quand on est une femme politique, pouvoir dire un certain nombre de choses et puis agir. Moi, j'ai envie de reprendre cette liberté, de retrouver cette liberté qui, évidemment, n'est pas compatible avec l'appartenance au prochain gouvernement. Oui, je vous sens sensible là, sur ce sujet. Vous savez, c'est une décision très lourde. Oui. C'est une décision très lourde. Oui. Ce n'est pas une décision facile. Ça faisait 2 ans que je travaillais auprès du président de la République, dans le gouvernement, pour cette majorité. Et j'ai été, je pense, toujours loyale au cours de ces 2 années. J'étais investie d'une très belle mission, qui est celle de la culture et de la communication, c'est-à-dire donner accès au plus grand nombre, à tous les Français, aux richesses de notre patrimoine, de notre création. La France est tellement fière de sa culture et à juste titre. Donc c'était une mission très importante pour moi. Je travaillais aussi pour l'accès des plus jeunes à la culture, pour l'éducation artistique. Donc c'est une décision forcément très lourde, très difficile à prendre et qui nécessite un peu de solennité dans l'expression. De ce passage, la genèse. Vous avez rencontré hier soir le Premier ministre, oui. Aurélie Filippetti. Est-ce qu'il vous a demandé de rester? Vous savez, j'ai pas à dévoiler le contenu des conversations. Il vous a demandé de rester? On a eu plusieurs échanges dans la journée et j'avais fait porter cette lettre puisque je ne souhaitais pas vous a-t-il dit que vous vous trompiez? Je ne souhaitais pas que la discussion se pose, que le débat se pose de savoir si je restais ou si je ne restais pas. Ce qui était clair, c'est qu'il souhaitait que chacun des membres du gouvernement puisse réaffirmer une adhésion à la ligne qui a été tracée, la ligne économique, la ligne politique. Et là-dessus, j'estimais avec d'autres qu'il fallait qu'il y ait un débat qui s'ouvre entre nous, puisque de toute façon ce débat il est ouvert, ce débat dans la majorité. Il est ouvert dans l'opinion, mais et chez les militants socialistes. On va y revenir, Aurélie Filippetti. Mais ça veut dire que le Premier ministre a été très clair. Ou vous êtes d'accord, il a dit cela à tous ses ministres ou futurs ministres, ou vous êtes d'accord avec la politique que nous conduisons avec François Hollande, ou vous ne participez pas au gouvernement, c'était clair. Oui, absolument, mais c'est d'ailleurs normal. Oui. Simplement, il y avait un désaccord sur ce qui est ou non la loyauté vis-à-vis d'un gouvernement. Alors, je considère que cette loyauté que je dois à mes électeurs, puisque je suis une élue de Lorraine, cette loyauté m'amenait justement à demander à ce que certaines questions puissent se poser entre nous. Vous vous trompez? Tu te trompes parce que vous tutoyez? Vous savez, moi je n'ai pas envie de dire il m'a dit ceci ou il m'a dit cela. C'est pas le niveau ne se situe pas là. La question c'est est-ce que on a envie, quand on a exprimé une position forte, quand on a demandé qu'il y ait un débat qui s'ouvre, quand on a dit non pas qu'il fallait changer radicalement la politique menée, mais qu'il fallait infléchir certaines choses, on ne peut pas à ce moment-là accepter d'avaler, entre guillemets, avaler des couleurs et puis continuer comme ça. Ex-ministres, puisque le gouvernement a été dissous, est-ce que d'autres ministres partagent vos convictions? Il y en a qui ont fait le choix. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, qui ont fait ce choix. On pense à Christiane Taubira. Et Christiane Taubira, elle s'exprimera elle-même. Je n'ai pas à être son porte-parole. Mais vous savez, il y a des moments dans une vie politique où on doit faire des choix. Et ce n'est pas forcément des moments qui sont anticipés ou programmés. Mais on n'est pas ministre à vie. Être ministre, c'est vous êtes choisi par le président, par le Premier ministre, et c'est une fonction qui est très noble au service de l'intérêt général, mais ce n'est pas comme une élection. Et l'élection, le suffrage universel, c'est ce rapport au peuple-là, c'est ça qui donne la légitimité à un homme ou à une femme politique. Et moi, ce que je le dois à mes électeurs. Et j'ai envie de pouvoir être de pouvoir aller à la rencontre de mes électeurs en Lorraine, en Moselle, à Metz, et de pouvoir
échanger avec eux et me mettre de nouveau pleinement à leur service. Aurélie Filippetti, que s'est-il passé jeudi dernier? Il y a eu une réunion à Matignon. Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre lettre. Vous avez fait allusion à cette réunion. Que s'est-il passé? J'ai fait allusion à cette réunion parce qu'elle était un exemple parmi d'autres. Mais un exemple. Mais alors, il s'est passé quoi Ça posait le débat sur la question. Les discussions ont été extrêmement vives, mais vous avez même pris la parole. On n'a pas à rentrer dans le détail de telle ou telle réunion entre les ministres. Simplement, c'est un exemple du débat, notamment sur la politique économique. Faudrait-il désormais que nous nous excusions d'être de gauche? C'est ce que vous avez dit jeudi dernier. Oui, parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, sur la politique économique, la gauche a une voix à faire entendre. Et que un certain nombre de nos électeurs, un certain nombre de nos élus, de nos militants, mais aussi les Français, ont envie qu'on puisse porter une politique économique alternative. Pourquoi? Parce que sinon, ils ont l'impression que c'est finalement la même politique qui est menée partout en Europe et que cette politique nous mène dans une impasse aujourd'hui. Cette impasse, elle est économique, elle n'a pas montré son efficience du point de vue économique, et cette impasse, elle est aussi politique, puisqu'elle conduit les gens, à cause du chômage, à cause de la crise, à voter pour le Front National. Et ça c'est une tragédie. Hayange vous a beaucoup marqué. Mais bien sûr, Florange, qui est passé à l'UMP, ça vous a beaucoup marqué. Je suis une enfant de la génération politique formée autour du traumatisme du 21 avril 2002. On s'est dit à ce moment-là, plus jamais ça. Nous allons faire le serment que ça ne se reproduira jamais. Et ça va se reproduire si ça continue? Mais il y a un risque, puisque le séisme des municipales, le séisme des européennes, mais la montée constante du Front National partout, et en particulier dans un certain nombre de régions frappées par la désindustrialisation, frappées par la crise, cette montée-là, on doit y répondre. Et on doit y répondre par un message volontariste, par une forme d'expression politique forte. Donc le message de François Hollande et Manuel Valls aujourd'hui n'est pas le bon pour freiner la montée du Front National? Ce n'est pas ce que j'ai dit, puisque ce que nous demandions, ce n'était pas un changement complet, radical de la politique économique menée. C'était simplement qu'on puisse adresser des messages aux Français en leur disant sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, une répartition un peu différente de l'effort des 50 milliards d'euros d'économie, de réduction du déficit. Cet effort-là, il n'était pas remis en cause, simplement c'était sur la répartition. Et je pense qu'à un moment donné, la prise de parole, reprendre sa liberté, comme je le disais au début de l'émission, c'est aussi un geste politique, c'est aussi une manière de répondre à l'inquiétude et à la désespérance d'un certain nombre de nos concitoyens. Je viens de lire Mediapart, qui raconte ce qui s'est passé jeudi. Vous allez me dire, c'est Laurent Fabius qui a mis le feu aux poudres. C'est vrai qu'il a pris la parole, Laurent Fabius, jeudi, on me l'a confirmé. Aurélie Filippetti, avec une prise de parole longue, très longue, sur l'attractivité de la France, laissant à certains autour de la table l'amère impression que la mission du gouvernement était plutôt de faire allégeance aux leaders d'opinion mondiaux que d'emporter l'adhésion et la confiance des Français. C'est pas faux, hein, ce que je lis. Et paraît que Michel Sapin a pris la parole, a nuancé le propos de Laurent Fabius, et vous l'avez rejoint. Les téléspectateurs pourront donc utilement lire Mediapart, en tout cas le compte-rendu qui en est fait. Mais c'est vrai. Je ne vais pas entrer dans le détail. C'est vrai ce qui est rapporté. Ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail, puisque ce week-end, le débat politique économique a eu lieu. Vous allez aller à La Rochelle. Par exemple. Et vous allez aller à La Rochelle. Vous allez porter ces idées à La Rochelle avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Mais bien sûr, parce que de toute façon, ces idées, elles sont portées, elles sont incarnées au sein du Parti Socialiste, au sein de la majorité, puisque l'ensemble de la gauche aussi attend et porte et discute de ces questions. Les Français en parlent aussi, les Européens en parlent. Ce débat, il n'est pas franco-français, puisque ailleurs en Europe, y compris en Allemagne, mais aussi en Italie avec Matteo Renzi, partout en Europe, ce débat, il existe. Il existe au sein aussi du monde des économistes. Donc il faut que ce débat, il puisse avoir lieu aujourd'hui. Et puis on est à un moment charnière aussi du quinquennat. Donc après, il y a des choix individuels et des expressions individuelles. Et moi, je considère qu'à un moment, la liberté de... Vous allez revenir sur cette... Vous avez choisi la loyauté à vos idéaux. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire, au fond, Aurélie Filippetti. Mais lorsque vous dites faudrait-il désormais que nous excusions d'être de gauche, je sais que vous avez fait la remarque jeudi dernier, que ça n'a pas plu du tout au Premier ministre. Le clash a été bref et tendu. D'ailleurs, il était nerveux, paraît-il, Manuel Valls. Je ne vais pas vous demander, mais vous ne me contredisez pas. Donc,
donc c'est sans doute la vérité. Aurélie Filippetti, je choisis la loyauté à mes idéaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écoutez tous ces électeurs qui ont voté pour François Hollande et qui aujourd'hui sont désespérés par la politique conduite. Ils attendent en tout cas. Ils attendent. Ils attendent. Ils sont en attente. Vous voyez qu'ils sont en attente ou est-ce qu'ils rejettent déjà? Non, ils sont en attente. Oui. Ils sont dans une forme d'inquiétude aussi, bien entendu, face à la situation de la France, et tout le monde l'est. Mais en même temps, ce n'est pas de ma part, ce n'était pas de notre part ce week-end la volonté de provoquer une crise gouvernementale. Moi, je soutiens et je soutiendrai le prochain gouvernement, je soutiens la majorité. Vous voterez le budget à l'Assemblée nationale, le prochain budget? Écoutez, je soutiendrai le gouvernement. En plus, j'ai appartenu pendant 2 ans à ce gouvernement. Donc vous voterez le budget. Et on discutera avec l'ensemble des forces de la majorité et l'ensemble des forces de la gauche des meilleurs moyens pour répondre à l'inquiétude. C'est ça aussi, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à politique économique. C'est en fidélité à vos électeurs que vous avez décidé de quitter le gouvernement? Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, la parole libre est plus utile que la résignation silencieuse. Oui, la parole libre est plus utile que la résignation silencieuse. Votre parole libre, elle sera donc de porter les idées défendues aussi par Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, même si, je l'imagine, vous avez quelques différences. Le débat sera indispensable. Mais jusqu'où peut-il aller ce débat? Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui aujourd'hui, tant bien que mal, soutient le président de la République et le Premier ministre. Jusqu'où ça peut aller? Mais la majorité, elle doit être vivante. Et d'ailleurs, elle s'est exprimée. Il y a eu, d'ores et déjà, il y a toujours dans les différents débats parlementaires, des amendements, des discussions. Et ça fait partie de la démocratie. Et c'est ça qui est indispensable. Et c'est pour ça aussi que l'esprit de la Ve République me semble légèrement daté et ne plus correspondre aujourd'hui. Vous appelez à une Sixième République, vous aussi? Je pense qu'il faudra faire évoluer les institutions. Je pense que ça fait partie des débats qu'on aura à avoir. Vous allez ouvrir ce débat au sein même? Je pense que c'est indispensable. J'étais membre il y a plus de 10 ans, des membres fondateurs de la Convention pour la Sixième République à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir finalement une forme de simplification de rapport des Français au pouvoir. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une dissolution aujourd'hui, provoquer la chute Mais non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Non, parce que c'est demandé, vous avez vu que c'est demandé. C'est demandé par l'UMP, c'est demandé par une partie de l'UMP et par le Front National aujourd'hui. Oui. Quand je parle d'une modernisation des institutions, c'est une réflexion de moyen terme qui doit avoir lieu et qui doit avoir lieu d'ici les prochaines grandes échéances nationales, mais c'est une réflexion qui est indispensable à la gauche. Au Parti socialiste, mais chez les écologistes aussi, il y a cette réflexion. Oui, mais... donc c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de rapprocher les Français de Mais quelle politique vous proposez? Le pacte de responsabilité que vous critiquez implicitement. Non, la question c'est il n'est même pas en application. La question, ce n'est pas le pacte ou pas le pacte. Alors, la question c'est comment on répartit le fruit des efforts qui sont nécessaires pour finalement alléger, diminuer la dépense publique, mais il faut le faire évidemment à bon escient. Comment on répartit le fruit de ces efforts entre les entreprises, et il faut accompagner les entreprises parce que les entreprises, ce sont elles qui créent évidemment le travail pour nos concitoyens, et les entreprises doivent être accompagnées, mais surtout les petites, les moyennes entreprises, celles qui ne délocalisent pas, celles aussi qui sont dans des environnements internationaux très concurrentiels. Il faut les aider, il faut aider aussi tout ce tissu des petits entrepreneurs, des petits artisans. Dans le domaine de la culture, d'ailleurs, il y a énormément de très petites entreprises, très innovantes, très créatives, qui ont besoin d'être accompagnées. Et de l'autre côté, il y a les ménages aussi qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Et puis, bien sûr, il y a la réduction des déficits. Mais la politique européenne, aujourd'hui, elle est un petit peu monomaniaque, monothématique, et c'est un grand tort, et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles les Français se détournent de l'Europe. Est-ce que François Hollande est un homme de gauche qui ne fait pas une politique de gauche? Oui, François Hollande est évidemment un homme de gauche, et personne ne peut lui faire ce reproche. Oui. Aujourd'hui, la question c'est comment fait-on pour rassurer nos concitoyens, leur redonner confiance, leur redonner de l'espoir et leur redonner
envie d'avoir confiance dans leurs responsables politiques. Moi, une de mes plus grandes fiertés comme ministre de la Culture, ça aura été aussi le combat européen pour l'exception culturelle. Oui. Parce que j'ai vu à ce moment-là que les citoyens et les élus européens, qui sont souvent très critiques sur le fonctionnement de la machine institutionnelle en Europe, se rassemblaient d'une manière formidable pour défendre des valeurs. Et au fond, une espèce d'identité comme ça qui nous unit tous, qui est celle de se dire mais la culture en Europe c'est fondamental. Notre patrimoine, la création, c'est fondamental, mais enfin, en France c'était moins fondamental. Votre budget a subi... je l'ai regretté. Et vous l'avez regretté. Mais d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui ont été très difficiles raisons pour lesquelles vous partez. Ça fait partie des choses qui ont été très difficiles pour moi à accepter au cours des 2 années précédentes. D'ailleurs, c'était au tout début, c'était la première année. Et cette diminution avec sans Jérôme précédent Cahuzac, du budget de la culture a été... Il y a eu une été... première diminution avec Jérôme Cahuzac. Oui, c'est vrai que très lourde, 4%. vous êtes même retrouvé en pleurs dans son bureau parce que vous savez, ça a été écrit. Il ne faut pas écouter les ragots, et en particulier quand ils sont misogynes. D'accord. D'accord. Donc, mais enfin, ça vous a touché, ces baisses ça a été un moment, parce que politiquement c'était difficile, mais je l'ai assumé. Et encore une fois, sans rompre la solidarité gouvernementale, je l'ai assumé comment? En rompant avec une certaine logique de prestige, de grands travaux. Donc on a arrêté un certain nombre de grands travaux qui ont permis de dégager des économies. Néanmoins, cette politique-là, à un moment, il faut qu'elle cesse. Aujourd'hui, je suis heureuse de laisser à mon successeur un budget qui va être stabilisé pour les 3 prochaines années. Et l'accord aussi avec Mittal, Jean-Marc Ayrault disait, cet accord a permis de sauver de l'emploi. Lorsque vous avez entendu ça, vous avez sursauté, Aurélie Filippetti. Moi, j'en ai pas fait mystère à l'époque. Ça a été un moment dramatique pour moi. Et aujourd'hui, les hauts fourneaux de Florange et de Hayange sont fermés. Et donc, c'est toute une part de l'histoire industrielle de la Lorraine qui est tournée. C'est le début des interrogations. Ça a été un moment d'interrogation très profonde, et de grands doutes. Mais en même temps, voilà, Vous avez perdu confiance à ce moment-là? Écoutez, je vais citer une phrase de Carlos Fuentes qui disait « Je suis habité à la fois... Je suis habité par une foi immense et par un doute immense. Et je crois que la certitude, c'est la fin de la pensée. » C'est joli. Vous doutez de la politique mais il y a toujours, vous savez, il y a toujours cette... Quand on fait de la François Hollande, sincèrement. Non, je ne doute pas de François Hollande. D'ailleurs, la question ne se pose pas en ces termes. La question, c'est la politique est toujours dans cette tension. Si vous quittez ce gouvernement, elle se pose quand même, Aurélie Filippetti. Je pense que aujourd'hui, moi, j'ai envie de reprendre ma liberté, de sortir de cette logique de la solidarité gouvernementale, de cette demande d'adhésion pleine et entière et qui est légitime d'ailleurs à la ligne conduite. J'ai envie de retourner travailler sur le terrain en Lorraine où je suis élue. J'ai envie de retourner là-bas et de m'investir pleinement là-bas. Voilà, je vais redevenir députée. Je vais travailler aussi à Metz, dans la ville de Metz, puisque j'étais sur la liste aux dernières élections municipales. Donc c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui. Mais en même temps, la politique, c'est toujours cette tension, cette dichotomie entre à la fois la confiance, l'idéal, et puis le doute. Et heureusement qu'on doute, et heureusement qu'on se remet en cause. Et parfois, eh bien, le choix qu'on a à faire, c'est le choix de faire un pas de côté pour pouvoir ensuite peut-être être plus efficace. Oui, le protocole d'assurance chômage pour les intermittents, ça aussi vous l'avez contesté? Oui, je l'ai contesté à l'époque où il a été signé et je n'étais pas en accord avec ce qui a été avec la convention du 22 mars. Ça faisait beaucoup de désaccords. Ça explique aussi votre départ aujourd'hui, beaucoup de désaccords. Je l'avais dit au Premier ministre de l'époque, qui était Jean-Marc Ayrault. Je l'avais alerté sur l'effort trop important qu'on allait faire porter sur une partie seulement d'ailleurs de l'ensemble de l'assurance chômage, à savoir sur les intermittents. Et ce n'était pas ce que nous avions préparé dans les mois qui avaient précédé avec Michel Sapin. J'ai envie de vous poser une dernière question. Vous vous sentez mieux ce matin? Vous vous sentez mieux ou pas? Mais c'est une page qui se tourne.
c'est quelque chose c'est un choix qui est un choix, oui. qui est un choix lourd, mais en même temps, moi je reste profondément heureuse de la responsabilité. D'abord, la responsabilité qui m'a été confiée, j'en suis fière. Et puis, la responsabilité que j'ai vis-à-vis de mes électeurs. C'est ça, pour moi, l'essentiel. C'est de pouvoir leur dire que je leur suis fidèle. Merci Aurélie Filippetti d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h57.